Bonjour à tous et bienvenue pour cette 8e séance sur notre cours Django. On va aller un peu plus loin maintenant au niveau de l'application, on va la développer davantage puisque nous allons aborder ensemble les modèles. Alors il faut savoir qu'au niveau de Django, à l'inverse peut-être d'autres outils un peu du genre, les modèles, qui font partie un petit peu de ce concept, rappelez-vous, modèle, vue contrôleur, tout ce qui est patron d'architecture, fait partie intégrante de l'application et va avoir surtout une relation très importante avec la base de données. C'est-à-dire que c'est ce qui va en fait être la représentation de nos données. Et quand on va construire un modèle, il va permettre en fait d'établir un schéma qui sera une future table SQL avec les différents, les attributs de cette classe, parce qu'on représentera le modèle sous forme de classe, seront les différentes colonnes, les différents champs finalement, au niveau de notre table SQL. Donc on va avoir une relation très importante entre les deux, et c'est ce qui va permettre de représenter nos données et de l'utiliser en fait au sein de notre application. Bien sûr, pour suivre cette séance, vous devez connaître un minimum de base en SQL, savoir ce qu'est un système de gestion de base de données, savoir ce que sont les requêtes les plus courantes, en tout cas en SQL, même si on ne va pas écrire de code brut, puisqu'on utilise justement les fonctionnalités de Django, mais il y a quand même quelques petites bases à savoir, en tout cas pour comprendre un petit peu tout ça, comme ça vous verrez un peu comment ça fonctionne. Par défaut, on l'avait vu, Django utilise SQLite, d'accord, c'est plus léger, mais bien sûr, vous pourrez par la suite adapter avec un autre système de gestion. On l'abordera peut-être ou pas ensemble sur le cours ou dans les tutos, on verra bien. Mais nous, on va voir SQLite parce que c'est portable et que c'est intégré directement au sein de l'application, c'est plus léger. Mais bien évidemment, ce que je vais vous montrer là peut se faire directement en travaillant avec une base de données d'un autre système de gestion. Donc ça fonctionnera très bien aussi. On va regarder tout ça ensemble parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir sur cette séance-là. Au niveau de la création du modèle, donc déjà on va revenir très rapidement sur le fichier de configuration pour voir, parce quand on est dans notre projet à la racine, on a le fichier SQLite de base qui est créé ici, donc il est vide parce qu'on n'avait rien de paramétré principalement. Et quand on va dans notre fichier de configuration, notamment ici dans Databases, on retrouve voilà, le chemin, vous pouvez le modifier si vous voulez, mais c'est pas forcément utile, pour avoir en tout cas toutes les informations concernant SQLite, et la possibilité notamment de changer le moteur si vous voulez utiliser un autre pilote, donc un autre système de gestion par rapport à ça. Donc je suis revenu sur le code un peu précédemment, j'ai fait un peu de nettoyage, j'ai viré notamment les tags qu'on avait créés précédemment, concernant sur les balises et les filtres qu'on avait créés dans une séance précédente, pour faire un peu de nettoyage, parce qu'on n'en aura pas besoin ici, c'était vous pour le cours, je vous avais montré ça. Comme ça on aura les différents éléments qu'on veut au niveau de notre projet. Donc on va pouvoir démarrer tranquillement par rapport à tout ça. Donc le modèle, encore une fois, je vous l'ai dit, il est très rattaché à la base de données et ce qu'on va obtenir à la fin. On va créer un modèle sous forme de classe et ce modèle permettra ensuite à Django, donc via tous les systèmes qu'il a, de nous délivrer déjà une interface, ça on l'abordera un peu plus tard, c'est-à-dire que là on va se concentrer principalement sur les modèles précisément, même si on va déborder un petit peu sur ce qu'on verra plus tard, et dans une autre séance on verra surtout, on se penchera davantage sur la création de requêtes et tout ce qui permet en fait d'aller un peu plus loin, de pousser un peu plus loin sur ce qu'on aura vu ici. Donc on va commencer, comme ça vous verrez un petit peu au fur et à mesure ce qu'on va faire. Faisons plutôt un premier modèle. On va aller donc dans Mangalib, on va aller dans le fichier models.py, qui est un fichier vide, quasiment vide en tout cas au début, par rapport à ce que nous avions. Et on va pouvoir compléter comme ça ce que nous avons. Et on va écrire ce modèle-là. Le modèle va s'écrire très simplement, donc vous pouvez écrire plusieurs classes dans votre fichier si vous avez plusieurs modèles, bien sûr, à définir ici. Nous, rappelez-vous, sur l'application qu'on avait fait de base petit projet, c'est une sorte de bibliothèque de manga, donc de livres, avec différentes informations qu'on pourra afficher. Donc ça me semble très logique, finalement très simple de partir du principe de réaliser une classe book, qui sera donc une classe pour représenter différents ouvrages. Et pourquoi pas même une classe pour les auteurs, comme ça permettra un petit peu de voir éventuellement l'usage de clés étrangères. Ça peut être intéressant parce que Django embarque tout un tas de fonctionnalités pour les gérer, bien évidemment. On va commencer par ça. Je vais créer un auteur justement. On va déjà commencer par l'auteur. Ça hérite bien sûr de la classe model, très important. Ça va hériter de tout un tas de fonctionnalités qui vont énormément nous servir. Et ici, on va écrire les différents champs, d'accord, ce qui va composer par la suite les différentes colonnes de notre table. On aura donc une table pour les auteurs. Et ici, on peut indiquer par exemple le nom de cet auteur. Alors, je pourrais mettre un nom plus complet comme ceci, par exemple. Mais là, ça ira très très bien pour les exemples que je vous donne ici. En mettant name. Et on part de models, et ici on va avoir différentes possibilités pour créer un champ d'un type particulier. Voilà, on va vraiment avoir plusieurs possibilités. Alors je peux vous en dénombrer quelques-uns, en tout cas parmi ceux qu'on va retrouver le plus. Et nous, celui que nous allons utiliser ici, c'est charField, qui va prendre en argument une taille maximum. Donc par exemple ici 64,
vraiment c'est comme ça suffira largement. Et ça va nous créer en fait un varchar, voilà le fameux type varchar qu'on trouve en SQL, qui permet en fait d'être implicite, d'être déduit par rapport à ce qu'on note ici au niveau du code. Donc c'est vraiment le côté bien pratique ici. Donc voilà, char field pour vraiment l'équivalent d'un varchar, si vous voulez, ici une taille maximale pour le champ qu'on a. Je voudrais également avoir la possibilité d'indiquer que les auteurs ici, j'ai pas de doublon en fait dans ma table, donc je vais indiquer qu'il est unique. Donc pour ça, on a un autre argument que je vais mettre à true, et ça on va en avoir pas mal. Ce sont des arguments que vous allez retrouver de manière commune sur un petit peu tous les types de champs qu'on peut créer ici au niveau de Django. Donc je vais les noter ici, vous aurez une petite liste, la unique, qu'on va retrouver. Pour la clé primaire, c'est-à-dire ce qui va servir d'identifiant pour la table, on aurait éventuellement primary key, mais comme nous on va laisser par défaut, on ne va pas l'indiquer en fait volontairement, il va nous créer un champ ID au niveau de la table. Voilà, c'est Django qui s'occupera de faire tout ça, donc ça ira très bien pour le fonctionnement qu'on veut, donc on va le laisser tel quel. Unique ici, bon, ça semble tout à fait cohérent par rapport à ce qu'on a, donc ça me semble pas mal en tout cas au niveau de ces infos. On va en rester avec ça, en tout cas jusqu'à ce stade, pour la classe qui représente, donc le modèle qui représente un auteur. Cette fois-ci, on va faire le modèle qui représente notre livre, et on va comme ça pouvoir ajouter différentes informations. Bon là ça change pas, ça me semble être un champ varchar pour le nom du livre en question, enfin le nom du livre, pas forcément le tome, il n'y aura que le nom, donc Naruto, par exemple Dragon Ball Z, peu importe. Voilà, unique également, ça me semble pas mal, je mets 32 parce que ça ira très bien aussi. Je vais vouloir un auteur, mais on le verra par la suite, parce qu'on va faire une liaison par la suite, mais on va déjà se contenter d'avoir une quantité. Et là, on va utiliser un integer field. Integer, d'ailleurs, field, je sais plus si on dit integer, ici, et ce sera très bien. Et là, pareil, comme je n'aurai pas l'intérêt de me dire, j'ajoute un livre dans mon commerce, en gros, avec 0 livre, genre j'ajoute 0 livre de tel manga, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Et bien, je vais utiliser un autre des arguments communs, qu'on peut retrouver à d'autres types de champs, qui est default, pour dire bien par défaut, tu lui mets par exemple à 1. Donc ça on va le retrouver aussi, default. Il y en a plein comme ça, d'accord. Vous avez également nul, je ne vais pas forcément les montrer blank. Si vous voulez par exemple que une valeur vide soit prise comme étant nulle ou prise comme une chaîne vide, sinon ça vaudra false. Voilà, donc tout ça est du SQL, tout ce que je vous dis là, c'est propre à la gestion en tout cas des types ou le fait de faire des associations par rapport aux types qu'on a en SQL. Donc on a comme ça vraiment plein de possibilités. Et c'est de toute façon ce qui va revenir le plus souvent, tous ces exemples-là. Pour les différents types, char field, integer field, on peut retrouver, alors je vais les noter ici, ça vous aurez quelques commentaires. On va retrouver bien sûr ce qu'il y en a que je sais que je ne vais pas forcément aborder par rapport à ce qu'on a ici. Par exemple pour gérer des dates, si vous voulez gérer une date complète, vous aurez à avoir des type fields. Donc là je vous fais une petite énumération rapide, c'est pour montrer voilà ce qu'on peut retrouver. On aurait même des types pour gérer du JSON, pour gérer de l'image, des URL. Par exemple, vous voulez contrôler aussi une URL, voilà, vous voulez mémoriser une URL, et en fait, on a tout un système qui va valider, donc vérifier, en fait, filtrer, utiliser un filtre, pour être sûr que c'est bien un email valide et pas autre chose. Donc on peut utiliser ce genre de type-là, il y en a pour d'autres choses, pour les URL, pour ce qu'on appelle des slugs, c'est-à-dire des URL avec où il n'y a pas de caractère bizarre, voilà. On peut faire vraiment plein de choses. Donc, il y a plein de possibilités comme ça, plein de types, vous pourrez toujours aller voir si vous voulez en utiliser des précis, mais par rapport à ce qu'on a, il y a Boolean, c'est vrai qu'on s'en sert quand même pas mal pour le coup. Voilà, ils sont utilisables tels quels. Donc moi je complète ici, ça sera je pense très bien par rapport à ce qu'on a, et on ajoutera éventuellement un élément, et on va le faire en fait maintenant de toute façon, qui est l'auteur. Et ici on va créer une clé étrangère, d'accord. Donc pareil, si vous ne savez pas ce que c'est, il faut peut-être aller voir au niveau du cours SQL pour voir à quoi ça correspond, et on va depuis Models, créer une foreign key, et on va indiquer vers quoi. Donc ça fait référence à un auteur, d'accord. Donc Django fera toute l'association avec les identifiants comme il faut, et ensuite par contre il nécessite d'indiquer ce que l'on fait en cas de suppression. Vous savez, est-ce que par exemple on ne fait rien, on pourrait très bien ne rien faire, ou alors est-ce qu'on fait une suppression en cascade, donc de dire quand on a enlevé tous les éléments qui font référence à ce qu'il y a dans l'autre table, on supprime l'élément dans l'autre table, on peut faire ce genre de choses. Voilà, on a plein de possibilités. Et ça, j'ai envie de dire, le paramètre, c'est à vous de choisir. Donc le plus classique, ça peut être ça, qui correspondrait à on delete cascade en SQL. On peut très bien dire aussi de ne rien faire. Moi, je vais mettre rien du tout. Pour l'exemple, ce sera très bien aussi. Qui est cette constante-là, do nothing, qui fonctionne très bien. On peut protéger également, restreindre, voilà, pour éviter en fait les suppressions accidentelles. Voilà, on a vraiment plein de possibilités si on veut, ou fixer une valeur par défaut.
pourquoi pas, ou même fixé à nul. Donc par exemple de laisser, pardon, pas lécher, ce serait bizarre, hein, on tombe sur un truc pas très moins de 18, de laisser le champ à nul, pour qu'en fait ça remette une valeur par défaut, donc notamment avec ça. Mais par contre il faut bien sûr que le champ autorise que ce soit une valeur nulle. Donc il faut à ce moment-là qu'il y ait, je sais pas moi, que le champ en question soit mis à par exemple à nul égale true, voilà, au niveau du champ pour que ce soit autorisé. Donc on peut faire différentes comme ça, voilà. Paramétrage si on veut, on pourrait vraiment aller beaucoup plus dans le détail, mais déjà là vous avez, mine de rien, beaucoup d'informations par rapport à tout ça. Nos modèles sont créés, d'accord? On a nos différents modèles, et on aura comme ça de quoi faire. L'intérêt avec ça, avant de passer à la suite, ça va être de produire les bases de données correspondantes. Je rappelle que dans ma base de données, je n'ai rien, je n'ai pas de table, je n'ai aucune information, et l'intérêt c'est à partir de l'écriture des modèles, de pouvoir permettre à Django de définir un schéma, et ensuite il va pouvoir créer, éventuellement, faire générer toutes les requêtes SQL pour effectuer toutes les opérations nécessaires par rapport à ça. Alors là, je vais avoir besoin, a priori, de revenir dans un autre terminal, parce que j'ai pas envie de couper le serveur. D'ailleurs, rappelez-vous, les soucis de migration, vous voyez, on avait ces messages en rouge qui vont maintenant pouvoir disparaître dans cette séance. On va aller ici, et on va directement... Donc toujours sur manage.py, c'est vraiment encore une fois le point central pour faire toutes les choses. Make migrations. Et l'application en question, donc nous c'est Mangalib. On va donc préparer en fait les migrations. On ne les fait pas vraiment, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas appliquées. On fait juste en fait la préparation de celle-ci. Donc vous voyez qu'il indique bien qu'il a créé un modèle auteur, un modèle pour le livre, et il a créé un fichier ici 0001 initial.py dans le dossier migrations qui est déjà généralement présent dans votre application par rapport à ce qu'on a, puisque c'est généré par défaut. Donc on va aller voir ça, et on peut vérifier éventuellement un petit peu ce qu'on a. Voilà, on peut toujours vérifier ça. Donc vous voyez que là il crée visiblement un champ par défaut pour l'identifiant, comme je vous avais dit. On n'a pas spécifié primary key, donc il le fait tout seul. Il va bien le mettre en auto-incrémentation, vous le verrez par la suite. Voilà, donc un big autofield, etc., avec toutes les informations qui vont bien. Donc vraiment, ça nous permet de paramétrer tout rapidement. On n'a pas besoin de s'occuper de tout ça, c'est Django qui s'en occupe. Maintenant, avant de effectivement faire appliquer les résultats, appliquer tous les changements, tout ça pour mettre à jour, on peut faire une petite vérification. Ça c'est utile si vous vous intéressez vraiment au SQL en lui-même, vous voulez être sûr par exemple que ça fait bien les requêtes qu'il faut, vous pouvez toujours le vérifier de votre côté. Donc en allant ici, en faisant SQL migrate, et le vérifier sur le fichier en question. Donc moi je veux qu'il vérifie en fait ce fichier là, justement, pour voir les requêtes que Django va générer et voir si elles vont bien, si pour moi je trouve que c'est ok, et qu'il n'y a pas en fait de problème. Et en fait, il faut le faire sur l'application, parce que sinon ça ne risque pas de marcher. Je vais enlever le là, parce que sinon il ne sait pas dans quel répertoire aller chercher. Et voilà, donc des petites requêtes SQLite, bien sûr, si vous travaillez avec MySQL, vous verrez d'autres peut-être syntaxes ou autre chose, n'importe quel système de gestion. Mais là pour SQLite, voilà ce qu'on a. Donc création d'une table Mangalib Author avec toutes les informations, d'accord, auto increment, unique, etc. Et une table pour les livres avec toutes les informations aussi. Et on a bien sûr la contrainte donc, qui est fait pour la clé étrangère, etc. Donc vraiment, tout est prêt en fait, tout est fait par rapport à ça, pour éviter le moins de problème. Donc vous voyez, c'est bien fait sur l'identifiant de l'auteur, donc il n'y a pas de souci. Une fois qu'on est sûr, cette étape encore une fois, elle n'est pas obligatoirement à faire, ok, c'est vraiment juste pour de la vérification. On pourrait très bien d'ailleurs vérifier un petit peu tout avec la commande check qui est plus globale au niveau du projet. S'il y a d'autres choses à faire, là bon, il n'a rien à vérifier ici en particulier, mais on peut directement maintenant effectuer la migration. Donc là ça va vraiment entrer en application. Je fais migrate et là effectivement vous voyez il fait tout un tas de changements et il va créer éventuellement des tables s'il faut. Donc on voit que Mangalib ça c'est bien appliqué sans problème. Donc là je vais d'ailleurs couper le serveur, je vais le lancer, vous allez voir que les messages rouges auront disparu puisque les migrations ont été faites. Voilà, on a un prompt un petit peu plus propre ici. Je vous avais dit qu'on en viendra à ça, que c'était normal d'avoir les messages en rouge au début parce qu'on n'avait absolument rien initialisé et fait aucune migration au niveau des bases de données. Donc là on peut le vérifier. Ce fichier, alors moi j'ai une application graphique, d'ailleurs petite parenthèse, comme j'ai souvent des gens qui me posent la question, une application graphique, vous avez toujours le nom dessus. Donc des fois on me demande quel est ce logiciel que tu utilises, vous avez le nom ici. C'est ça pour tout, vous voyez l'éditeur, Visual Studio Code, partout, j'ai souvent des gens qui me posent la même question. Mais tu utilises quoi comme logiciel alors que c'est vraiment marqué dessus, littéralement. On a des tables qui sont utilisées par Django, notamment en historique des migrations, donc ça ne nous intéresse pas nous, c'est pour framework, donc c'est lui qui gère, mais je vous le dis, ne les supprimez surtout pas. Et ce qui nous intéresse, c'est ça, voilà, la table des auteurs et la table ici, notamment des livres, pourquoi pas. Donc on va compléter, on va mettre quelques auteurs,
Je vais en mettre combien? On va voir déjà, on sera déjà pas mal. Akira Toriyama. Je pense un petit peu au manga qu'on va ajouter après, donc que je vais mettre les bons. Masashi Kishimoto. Ok, je vais faire un contrôle tout de suite. Ah mais d'accord, il me les garde, ok. Il faut obligatoirement que je complète avec les 4. Bon, on va compléter avec les 4, c'est pas grave. Eiichiro Yoda. Oda, pardon, pas Yoda, parce que Yoda c'est autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on a aussi? Tsugumi. Oba. Non, pas Iba. Oba. Voilà. Est-ce qu'on peut ajouter quelqu'un d'autre? Ce sera déjà pas mal. Hein. Ce sera déjà pas mal. Donc on va ajouter 4 mangas parce que j'ai mis 4 auteurs. Donc on va faire ça comme ça. Ok. Alors ça, il faudra que je garde par contre les noms. Enfin non, je vais garder l'onglet voilà, ouvert. Donc book, on va en ajouter 4. Hop. Donc là on va mettre Naruto. Naruto c'est... Ah, ils sont où les auteurs? Allô? Bonjour. Ah, parce qu'il m'a gardé l'ancien onglet. Il n'a pas mis à jour, c'est normal. Il est donc ici, c'est 2. Bon après si je me gourre c'est pas grave. Hein. Donc 2. Alors ça je complète à la main parce que je veux qu'on ait des enregistrements, bien sûr. Après vous si vous voulez le faire avec un script ou autre, amusez-vous, il n'y a pas de problème. Moi je le fais à la main ici avec l'application graphique, ça ira très bien. Dans mon magasin, bon ces livres là j'en ai en 6 exemplaires. Vous voyez que j'ai pas mis d'histoire de tome, hein. Encore une fois c'est un exemple, c'est pas un cas réel, donc on se doute bien que il y a des tomes hein, dans les mangas, mais là c'est vraiment tel quel. Ensuite Dragon Ball Z ce sera en 1, ou Dragon Ball, peu importe. Il y a peut-être plus de nostalgique de Dragon Ball, on va mettre Dragon Ball, ça vous fera plaisir comme ça. 34 c'est en 1. Voilà, on complète encore. Je crois que One Piece c'était en 3. Alors on va mettre beaucoup, hein. Là il y a plein de listes, il y a vraiment plein de gens qui veulent acheter du One Piece. Ok, et on va mettre Death Note. C'était le 4, en espérant que j'ai mis la bonne personne, sinon ça va être dommage. Je vais mettre la valeur par défaut. Hein. Voilà, il n'y a pas beaucoup de tomes de toute façon à la base. C'est bien ça, c'est le 4. Ok, donc on a des auteurs, des livres, je ne reviendrai pas forcément là-dessus. C'était juste pour compléter encore une fois la base de données avec des enregistrements. Pas avoir ça autrement, c'est pas un cours de SQL. Si vous ne savez pas ce que j'ai fait, eh bien vous avez un cours SQL sur la chaîne pour voir tout en détail, pour le faire en ligne de commande ou via une interface graphique. On est bon, tout ceci est bon. Donc là, à ce stade, si à tout moment vous voulez changer les modèles, d'accord, parce que par exemple, vous voyez que ce sont des classes, donc vous pourrez éventuellement écrire des méthodes, hein, si vous avez des traitements à faire en interne. Donc je pense pas qu'on en aura besoin, mais on pourrait. Voilà, on pourrait écrire des méthodes, on pourrait même faire des propriétés si on veut, voilà, pour accéder à certains champs, genre récupérer directement le nom, etc. On peut, voilà, c'est tout à fait faisable. Mais dès que vous voulez mettre à jour les modèles, bah, vous devez bien sûr mettre à jour l'ensemble au niveau de la migration. Donc de revenir ici, de refaire une préparation, voilà, des migrations de votre application, et ensuite d'effectuer la migration. C'est les 2 étapes à faire pour mettre à jour s'il y a besoin. Comme ça, il remet tout en fait à jour par rapport à la base de données, pour que ce soit cohérent en fait avec les modèles que vous avez écrits. Donc tout ça est important, il ne faut surtout pas l'oublier, et vous allez sûrement l'oublier une paire de fois, mais après très vite, bah, vous y penserez, et il n'y aura plus ce petit oubli là en tout cas. Maintenant, on va préparer l'application en elle-même. On a les données, très bien, c'est joli. Maintenant, on veut afficher quelque chose. Bon là, le plus simple, je pense, ça peut être de faire sur la page principale en fait de l'application, d'afficher la liste des mangas, et ensuite, bah, via un lien sur le nom hein, du manga, et bien que ça ouvre une nouvelle page. Comme ça, bah, on aura une nouvelle page. Ça peut être pas mal de voir ça. Et là, on affichera plus d'informations, même si vous avez vu, on n'a pas grand-chose, et on n'ira peut-être pas trop loin non plus avec ce qui est clé étrangère, parce que c'est un peu plus complexe, on va dire. Il faudrait revoir peut-être d'autres choses. Et on va peut-être manquer de notions pour cette séance-là, en tout cas à ce stade du cours. Donc on verra ce qu'on peut afficher en tout cas par rapport à ce qu'on a. Donc là, comme je vais avoir à écrire pas mal de petites choses, ici je vais vous montrer une méthode un peu raccourcie, ça c'est ce qu'on avait vu au tout début du cours, c'était bien gentil, mais en fait plutôt que de à chaque fois spécifier le template ici, le gabarit, on peut directement passer l'information directement au niveau de la méthode render. Donc on va virer le loader ici, voilà, ça je le récupère, et ça on va l'enlever. Et comme ici render renvoie de toute façon ce format de données, ce type de données, on va directement faire ça. On lui passe par contre request en premier. En dernier, c'est effectivement les informations, donc les paramètres en fait.
et ensuite le chemin vers le template. Vous voyez que ça va raccourcir quand même pas mal d'écriture à ce stade, donc on peut faire ça comme ça. Donc moi je vais récupérer la liste des livres. Donc le but c'est d'effectuer, si on pense de manière interne, une requête SQL qui va récupérer l'ensemble des enregistrements de la table des livres. Ok. Donc ici, contexte ça ne change pas, ok. Je vais créer par contre une variable books dans mon dictionnaire et on va récupérer tout ce qu'il faut ici. Pour cela, on va avoir au niveau des modèles, ils en héritent, un attribut qui s'appelle object, qui est en fait un gestionnaire, et par défaut il s'appelle comme tel. Si on utilise plus tard un gestionnaire personnalisé, il pourrait avoir un autre nom, mais là, par défaut, c'est object au pluriel. Et ensuite, on va avoir tout un tas de méthodes qui sont utilisables pour pouvoir gérer un petit peu tout ce qui concerne la base de données. Et c'est d'ailleurs sur cet outil où on ira un petit peu plus loin dans une prochaine séance, a priori d'ailleurs la séance suivante. Donc là, à ce stade, on va se contenter des choses les plus classiques, mais on ira davantage plus loin dans une autre vidéo. Donc moi, je veux récupérer l'ensemble. Donc on a une méthode all. Voilà. Donc depuis finalement le modèle des livres, qui est en fait associé à une table en base de données, sous forme d'objet, tu récupères tout. Il va récupérer vraiment l'ensemble des enregistrements. On va pas oublier bien sûr de l'importer, sinon il va jamais réussir à trouver le modèle book. Donc je rappelle, c'est celui-ci. Je ne m'occupe pas d'auteur, je vous l'ai écrit pour montrer un petit peu comment on peut faire une clé étrangère, mais on va pas forcément faire un exemple, encore une fois, c'est pas une vraie application qu'on est en train de créer, c'est juste un exemple qui soit le plus simple possible, mais quand même suffisamment complet, qui est suffisamment en tout cas d'éléments à montrer au niveau des notions qu'on aborde ensemble avec Django. Donc on a ça, et je pense qu'on aura tout ce qu'il nous faut pour la vue. Je pense pas qu'on va rajouter autre chose, ce sera déjà pas mal. Ok, qu'on y va. On va aller sur le gabarit en question, qui était celui d'avant, qu'on avait déjà fait dans des séances précédentes. Voilà, mais on va modifier un petit peu les informations qu'on a ici. Donc là, on a, si on résume bien, donc ça je vais le mettre de côté, cette variable book qui va contenir une liste d'objets, d'accord, l'ensemble des objets. Et c'est là que tout ce qu'on a vu sur les balises et tous les filtres pour les gabarits, qu'on a vu dans les deux séances présentes, ce qu'on avait fait en deux parties, va beaucoup nous resservir justement pour ce qu'on va faire ici. Donc le mieux, en tout cas ce qui peut être pas mal utile ici, moi je vais faire, alors, le message on l'a plus de toute façon, il était perdu dans les limbes, je vais faire une liste. Voilà. Une liste à puces, et on va déjà s'assurer d'afficher le nom de chaque livre. Donc pour ça, on va avoir besoin de parcourir, on va utiliser donc une balise bien pratique, qu'on avait juste abordée, mais on n'avait pas montré d'exemple, parce que j'avais dit qu'on verrait de toute façon plus tard ça de manière plus concrète, dans un exemple bien précis. Et ben, c'est l'occasion de le voir aujourd'hui. Ce qu'on va faire, ceci, avec une simple boucle for. Donc pour chaque livre, donc ça c'est une variable temporaire, issue de ça. Donc je rappelle que books ici, c'est celui-ci. D'accord, c'est ce qui a été passé ici dans les arguments au niveau du rendu pour notre vue. Voilà, on n'oublie pas de le fermer, sinon on va avoir des petits problèmes. For. Et maintenant on est tranquille. Petit filtre. On a donc accès à book. Et vous avez accès à cet objet, à tous les attributs correspondant au modèle. Donc vous voyez, pour book, voici les attributs, il y en a 3. Donc si vous voulez le titre, vous mettez référence donc à la variable. L'objet, c'est une instance, d'accord, de book, title. Comme ce sont des classes, c'est tout ce que vous avez déjà appris à faire en Python. Voilà, il n'y a rien de nouveau. L'accès à un attribut depuis une instance de classe, donc un objet, tout ça, normalement, si vous avez suivi le cours Python, vous savez faire. Donc évidemment, si vous êtes sur Django, c'est un prérequis absolu à avoir parmi d'autres. Et si ce n'est pas le cas, je vous avais dit de toute manière de apprendre Python avant d'apprendre à utiliser Django. On fait les choses dans l'ordre et pas à l'envers. Et normalement, si j'ai rien oublié, si j'ai pas fait d'erreur, on devrait avoir tout ce qu'il nous faut de ce côté. On va actualiser. Et voici la liste des mangas qui s'affiche. Donc vous voyez, vraiment bien pratique, bien pratique. On va aller un peu plus loin pour l'application, on va avancer un petit peu. J'avais dit qu'on va faire une deuxième page, comme ça nous permettra de voir d'autres choses, d'autres fonctionnalités au niveau des vues, même si encore une fois, ce petit attribut-là, on ira un peu plus loin par la suite dans une autre séance. Pour cela, on va ajouter un nouveau lien, parce qu'on va avoir une nouvelle page. L'intérêt, c'est ici, par la suite, quand on a l'identifiant du livre, d'accord, eh bien ça affiche en fait le livre en question et par exemple la quantité, puisqu'on peut se contenter d'afficher ça. Pour l'auteur, on verra éventuellement, mais on n'est pas à ce stade, il n'y a pas forcément besoin. Au moins afficher la quantité, ce sera pas mal. On va retourner sur les chemins, donc le fichier URL de notre application, toujours.
Là, ça va être important. Et on va compléter un petit peu ça. Déjà, puisqu'on va avoir en fait pas mal, d'ailleurs j'avais mis ça, mais c'était index, hein, sans qu'on avait rechangé entre temps. Parce que j'avais gardé un fichier, j'avais gardé une copie en fait du projet, j'ai pas dû me restaurer le bon, mais c'est pas grave. Je vous avais fait mettre un nom, parce que je vous avais dit que ça nous servirait à terme pour les URL, pour ne pas avoir en fait des URL en dur. L'avantage après, c'est qu'on peut avoir des URL beaucoup plus dynamiques. Quand on fait un changement, on n'a pas besoin de modifier les gabarits. Et on va aller même un peu plus loin maintenant, parce qu'on va partir du principe que vous n'aurez pas forcément un seul module dans tout un projet, vous aurez peut-être plusieurs applications. Donc on va bien isoler chaque chose pour éviter les problèmes de conflit. Parce que index, vous aurez peut-être certainement ce nom dans d'autres applications, et pour éviter les problèmes de conflit de nom, justement, on va utiliser d'autres cas. Donc là, moi je vais mettre appname, bien préciser que c'est l'application Mangalib. Voilà, ça va nous servir plus tard au niveau des URL, vous allez voir. Et voici l'autre chemin qu'on va créer. Donc ça correspond à ceci. Quand vous n'avez rien, on précise rien, ça va faire. Donc, enfin, c'est pas que ça fait rien, c'est que c'est l'application elle-même, c'est notre /manga, c'est ce qui va charger en fait l'index. D'accord? Ça, il n'y a pas de problème. On l'avait testé, et je vous rappelle que ce qui nous impose d'afficher, de taper /manga, c'est encore une fois ce qui est propre. L'application générale, donc là, les routes de base, voilà, plus globales, qui sont celles-ci. Vous voyez, c'est vraiment manga /. Donc c'est pour ça qu'on doit noter ça en URL pour que ça charge encore une fois Mangalib. Si je notais ici que localhost comme on l'avait déjà fait, automatiquement on aurait une page non trouvée, parce que ça n'existe pas. Il n'y a pas d'application qui n'a pas de nom comme ça. Donc on a ceci, et après on fait référence directement aux bonnes URL. Alors je vais virer le /1 ici, pas besoin, au moins celui-là qui est le plus parlant en tout cas. On va donc compléter avec un autre chemin, par rapport à ce que je vous ai dit. Donc ça on va le voir après. Je veux que ça fasse référence dans les vues à une méthode show. Et je vais donner le même nom encore une fois pour éviter les conflits, parce que ça va bien nous servir pour les URL. Et ça correspondra à manga et un identifiant, tout simplement. Ici, Django va utiliser une syntaxe particulière. Comme on va travailler ici sous forme d'entier, on lui indique dans des chevrons, parce qu'il a besoin en fait d'avoir des arguments nommés. Il va faire en fait de la recherche au niveau d'expression rationnelle, et il a donc besoin qu'on nomme les choses, et ça va nous servir pour la suite. Donc là, je dis simplement qu'on a sous forme d'entier, et je vais mettre book ID, parce que c'est comme ça, c'est bien lisible au niveau du code, on comprend bien à quoi ça fait référence, c'est l'identifiant du livre, et il n'y a pas de problème. Et ça va nous servir ensuite de paramètre pour la méthode show. Ça va être très pratique à ce niveau. Donc on avait raccourci l'écriture un peu ici, vous allez comprendre pourquoi, parce que là, on va pouvoir raccourcir également ici. Show, on passe request, ça ne change pas. Le fameux book ID, je remets le même nom, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Et ici on va pouvoir compléter. Donc je remets contexte ici. Je vais refaire ça. Ici on passera à un autre gabarit pour changer, que j'appellerai également show, pourquoi pas. Voilà. Et là, on va avoir cette fois-ci un seul livre à récupérer. Donc on va pouvoir récupérer ce dernier avec une petite requête. On pourrait passer par cette syntaxe qui n'est pas pratique, puisqu'encore une fois, vous voyez que là on récupère tout. Parce qu'il faut prévoir les cas où on n'aurait pas l'identifiant. D'ailleurs c'est book, pas booked. Dans le cas en fait on n'aurait pas l'identifiant, si vous voulez, de l'objet en fait, et que le livre n'existe pas. Vous savez comment faire en Python, hein. Il faut gérer les exceptions, parce que ça peut être des erreurs qui sont déclenchées, donc faire un bloc, try, except, etc. Mais comprenez que l'intérêt c'est d'écrire le moins de code possible aussi, d'être le plus succinct. Donc Django, grâce à Shortcuts ici, propose beaucoup de raccourcis, et notamment un qui va être bien pratique, puisque c'est getObject or 404. Il va donc essayer de récupérer sous forme d'objet quelque chose issu d'une base de données. Si ça n'existe pas, s'il ne le trouve pas, s'il ne peut pas en fait valider la requête, eh bien il renverra une erreur 404, et ça il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème à avoir une erreur 404, parce que c'est ce qu'on a quand une page n'existe pas, quand une ressource n'existe pas ou plus. Donc ce n'est pas, vous voyez, ce n'est pas une erreur forcément non traitée, c'est juste de dire ça n'existe pas. Donc c'est un code HTTP tout à fait valide, même si ça amène peut-être pas le résultat attendu par l'utilisateur, mais on traite l'erreur en tout cas comme il faut. Et là, j'appelle directement, voilà, getObject or 404. Attention, c'est pas issu ici de book, cette fois-ci. Par contre, en premier argument, on indique à quel modèle on fait référence, et ensuite on indique l'identifiant. Donc l'identifiant, Django utilise pour indiquer l'identifiant primaire, donc la clé primaire, primary key, un petit code qui est PK, tout simplement. Et là vous mettez le book ID, je vous rappelle, qui est, alors décidément, je remets toujours un D, c'est pas grave, qui est ça, d'accord, l'argument, enfin le paramètre ici qu'on a pour notre méthode show. Et voilà. Donc on a la route,
correspondantes. D'ailleurs, il manque le slash, sinon il va y avoir des petits problèmes. N'oublie pas le slash. On a ici la méthode que ça va appeler. Ça va passer cette information, qui sera traitée comme un nombre, d'accord? Ce sera forcément un entier. Et ensuite, on va mettre ça dans une variable book, qui sera donc notre objet, et on va charger le gabarit show. Donc là, on est pas mal. On complète. Je vais revenir ici. Templates. Je fais un copier-coller. On va rester sur un exemple simple aussi. Voilà. Et ici, on va mettre le nom du livre. Petit filtre. Book.title. Voilà. Et puis ici, on va mettre par exemple la quantité. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Ce qu'on peut faire aussi, on va faire un chemin, enfin une URL, pardon, pour revenir en arrière. Venir à la liste. Et ici, on va se servir justement de ce qu'on a vu avec les nommages au niveau des routes, donc ce qui est ici. L'attribut ici, l'argument name. Donc là, ça s'appelle la page d'accueil index. Et attention, cette fois-ci, on a nommé l'application, donc ça va être important pour éviter les conflits de noms, il faudra l'indiquer. Donc on va utiliser la balise URL en spécifiant ce que l'on veut. Donc là, moi, je veux depuis Mangalib, très important, parce que, encore une fois, j'utilise ça. La page d'index. Voilà, ce qui évite de vous noter manuellement en brut les URL et donc de devoir éventuellement modifier plein de fichiers si vous faites des changements ultérieurs. Donc on prévoit bien sûr un maximum ça. De la même manière, quand on est ici maintenant, on n'a plus un simple titre là. On va englober ça dans une URL HTML. Voilà, avec la même syntaxe. URL, sauf que là, on a un petit changement, c'est Mangalib, la méthode show. Et on passe un paramètre qui est ici, book, donc je rappelle notre objet ici, et ID, puisque c'est le champ en fait dans la base de données, la colonne, qui a été générée, créée automatiquement. À partir de là, on aura bien les bons identifiants. Le but c'est d'avoir en fait cette URL qui pointe vers manga / l'identifiant qui a été récupéré en base de données. Donc il faut que ça corresponde bien au bon manga. On actualise et voyons ce qu'on a si on passe la souris. Vous voyez, bon, c'est tout petit, mais vous voyez en bas à gauche de votre écran l'URL qui s'affiche en aperçu. Donc c'est bien, on voit bien /manga /1 / Dragon Ball 2 3 4. Donc c'est bon. D'ailleurs, si je note manuellement, on veut noter n'importe quoi, un identifiant qui n'existe pas, comme ça a été traité parfaitement, vous voyez, on aura bien une erreur 404, donc tout va bien. Ça fonctionne, le comportement est totalement géré au niveau de la méthode, rappelez-vous tout à l'heure, getObject or 404. Sinon, je clique sur l'élément que j'ai, et s'il le retrouve en base de données, il affiche bien le nom du manga en titre, on a bien la quantité, on va revenir à la liste, et on peut faire pour chacun, 34 pour Dragon Ball, One Piece 44, et ainsi de suite. Donc ça correspond bien à ce que nous avions en base de données. Et voilà, on a complété un petit peu à ce stade. Donc on pourra aller plus loin. Évidemment, à ce stade, vous allez avoir maintenant, vraiment, on va pas dire qu'on a fait le tour encore de toutes les fonctionnalités élémentaires qu'on peut retrouver sur Django, mais là, mine de rien, juste avec cette séance, on rajoute énormément, vraiment un paquet de choses sur lesquelles vous pouvez vous exercer. Parce que là, ça vous laisse libre cours de créer plein d'applications, de créer tout un tas de systèmes, même si on ira un peu plus loin, encore une fois, sur les différentes requêtes qu'on peut faire, notamment tout ce qui est aussi formulaire, et on verra également comment créer une interface CRUD, donc tout ce qui permet de créer, lire, mettre à jour et supprimer des données, puisqu'il y a pas mal d'outils automatiques en fait de Django qui permettent de générer tous ces outils-là. Donc on les verra également dans une séance dédiée à tout ce qui est, on va dire, panneau d'administration pour notre application. On verra comment gérer tout ça avec Django, c'est bien pratique aussi. Donc je pense que là on a quand même fait le tour de ce que je voulais voir avec vous, principalement. Parce qu'après on va surtout travailler avec plein de choses qu'on pourra revoir, on va dire, après coup. On va avoir beaucoup d'éléments. Donc je préfère qu'on garde en fait tout ce qui est propre à l'attribut object ici pour une prochaine séance, parce qu'il y a vraiment beaucoup à en dire. Et qu'on complète en fait par la suite à ce niveau-là, si on veut. Alors je voulais par contre faire un test ici, je voulais voir un truc. Je voulais voir juste comment il me le récupérait. Surtout comment il nous le nommait par défaut, ce qu'on aurait book
author et ensuite name éventuellement. Et on l'aura voilà, comme ceci. Donc au niveau de la, comment ça s'appelle, au niveau de la clé étrangère, voilà. Donc, je vais vous montrer ça, il n'y a pas grand chose à voir. Donc rappelez-vous ce qu'on avait fait au niveau du modèle. Voilà. On avait dit bah, que l'auteur ici, ça fait référence à un auteur en particulier. En base de données, on a mis un identifiant, certes, mais ici, bah, vous voyez, on ne s'occupe pas en fait de faire les jointures pour récupérer les informations. Même si on a demandé de récupérer la liste des livres, comme ici, il fallait, bah, ça faisait référence à l'auteur, il a récupéré les informations de l'auteur. L'avantage, c'est que dans l'objet qu'on a, eh bien en fait, le champ qui faisait référence seulement, quand on regarde au niveau du modèle, à un identifiant, eh bien va contenir l'objet propre à un autre modèle. Et à partir de là, bah, vous avez accès évidemment aux différents attributs du modèle étranger, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'à partir de book, on fait référence à author, qui est donc un des champs, un des attributs de cet objet-là. Et ensuite, bah, lui-même est un objet de la classe author, du modèle author, qui a un attribut qui s'appelle name. Donc on peut afficher le nom de l'auteur sans problème ici. Comme ça, on a un peu plus d'informations, on va dire, que tout à l'heure. C'est quand même un peu mieux de compléter ici. Voilà. Donc vous avez toute l'information, l'auteur, la quantité qu'on a. Donc vraiment, là, normalement, vous avez bien de quoi vous entraîner, bien de quoi faire avec tout ce qu'on a vu ici. Donc gardez bien à l'esprit de toujours, quand vous voulez faire des changements ici, de mettre à jour, de refaire les migrations pour que les changements soient bien appliqués, bien gérer ensuite au niveau de vos vues par rapport à tout ce qu'on a vu là, de faire attention aux URL, mais ça peut être écrit, voilà, pour avoir des URL, on va dire, les plus lisibles possibles. Ça, vous avez plusieurs possibilités. De toute façon, on verra d'autres choses à ce niveau-là par la suite. On est loin d'avoir fait un petit peu le tour d'avoir fait le tour de tout ça. Et après là, bah, vous utilisez vraiment tous les outils. Les gabarits, de toute façon, on a vu vraiment une grosse partie des outils qu'on avait avec les balises et les filtres. Donc n'hésitez pas à vous en servir si vous voulez travailler avec des dates, etc. Et pour ceux qui voudraient aussi aller plus loin, ce que je peux vous conseiller comme petit exercice, si vous voulez, pour vous entraîner, bah, c'est utiliser des petites méthodes. Pourquoi pas écrire des méthodes qui pourraient vous servir. Par exemple, si vous voulez récupérer ici une information précise de quelque chose, genre vérifier une quantité, par exemple, est-ce qu'un livre est en stock, et bien de faire une petite méthode qui vérifie la quantité. Et si la quantité est plus grande que 0, bah dans ce cas-là, on affiche un petit message pour dire que le livre est en stock. Comme ça, vous pourrez afficher ce message-là sur votre application. Voilà, il y a plein de possibilités comme ça, plein de petites choses que vous pouvez développer pour compléter un petit peu tout ce que nous avons vu ensemble. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour la suite. Comme prévu pour la prochaine séance, on ira un peu plus loin sur la création de requêtes. On verra un petit peu les fonctionnalités que propose Django pour aller un peu plus loin là-dessus, pour faire l'ajout d'enregistrement. Parce que vous voyez que là, on n'a que fait récupérer des enregistrements plus que j'ai ajouté moi manuellement à une base de données. Donc on va voir comment on peut, depuis Django, depuis notre application, ajouter par exemple des nouveaux mangas, comment on peut en supprimer, mettre à jour, etc. Ou même simplement en lire. Même si ça, on a fait un peu le tour. On a récupéré la liste complète des mangas, on en a récupéré qu'un seul dans une autre page. Donc ça, au moins, c'est déjà vu. Mais on va voir un petit peu les autres types de requêtes pour la suite. Et notamment un peu toutes les clauses, comment on peut limiter le nombre de résultats, comment on peut trier les résultats qu'on récupère. Vous voyez, toutes ces petites choses-là qu'on fait en SQL, qu'on n'a pas forcément vu dans cette séance, mais qu'on verra dans la séance prochaine. A bientôt tout le monde.